Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours sur la formation, nous sommes dans la partie gestion des modifiers. Et aujourd'hui on va voir le modifier Bevel. Le Bevel, normalement, si vous avez suivi les vidéos jusqu'ici, c'est pas inconnu pour vous. On a déjà vu comment faire des bevels à la main, on va faire un récap ultra rapide. Mais là l'objectif c'est de faire des bevels automatiques sur vos objets. Ça va être ultra pratique parce que du coup vous n'allez pas avoir besoin de vous prendre la tête au fur et à mesure de la modélisation. Comment ajuster les bevels, qui est une méthodologie très destructive qui va venir modifier votre maillage. L'avantage du modifier, c'est qu'on a une approche un petit peu plus procédurale avec un enchaînement de modifiers et qui permet vraiment de définir de manière séparée la modélisation et la réalisation des bevels. Donc c'est ce qu'on appelle du non destructif. Alors petit rappel, les bevels comment ça marche, pour que visuellement vous ayez un petit peu l'information, pour ceux qui ont potentiellement zappé. Si je sélectionne par exemple cette arête là, si je fais CTRL B comme bevel, je vais pouvoir définir la taille du bevel, donc en français une arête biseautée ou un chanfrein, et je vais pouvoir par exemple rajouter des subdivisions. Mais là, une fois que c'est appliqué, je n'ai pas possibilité de venir remodifier par exemple l'arête que j'avais avant ici, de la décaler et ajuster tout ça en temps réel. Là, c'est collapsé, c'est vraiment appliqué sur mon objet. Alors, pour des choses très simples, ça peut être exactement ce que vous recherchez, mais pour des choses un petit peu plus avancées, si vous faites de la modélisation Art Surface ou tout simplement si vous voulez un processus de fabrication beaucoup plus souple, on va éviter d'appliquer les bevels comme on vient de le faire à l'instant. Alors comment ça marche le modifier? Alors c'est pas compliqué, je vais repartir du cube de base, je vais aller ici sur les modifiers, je vais cliquer sur Add Modifier. Alors soit vous recherchez bevel, moi il est ici parce que c'est l'historique des précédemment utilisés, soit vous allez dans Generate et c'est le second. Donc on va essayer de faire à peu près dans l'ordre sur les vidéos. Les principaux, on ne va pas tous les voir. Sur certains, ce sera vraiment des travaux pratiques. Mais le bevel, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Il y a plein de petites options que les gens ne connaissent pas forcément, sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Donc je vais cliquer sur bevel. Tac. Voilà ce que ça fait. Vous voyez que par défaut, on a bien le résultat souhaité. On a mon maillage, mon cube, qui est présent ici, et j'ai une sorte de modification. Alors pour bien vous expliquer ce qu'est le non destructif et le côté procédural du modifier, sachez que là, si je passe en mode édition, vous voyez que je retrouve mon ancien cube. Je peux également afficher ou masquer l'interprétation du modifier dans la viewport. Donc là, on commence à se dire, ok, en fait, un modifier, c'est quoi? C'est une sorte de surcouche qui est appliquée procéduralement sur mon objet. Qui dit procédural dit que je peux en temps réel venir modifier, par exemple, rajouter ici une extrusion vers l'intérieur. Ici, je peux faire une extrusion vers l'extérieur cette fois-ci. Voilà, une autre extrusion comme ceci. Et vous voyez, en temps réel, j'ai des bevels qui vont s'appliquer partout. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Je peux l'activer ou le désactiver. Je vais pouvoir choisir, bien évidemment, sur quelle partie de l'objet je veux les mettre ou non, leur intensité, le nombre de subdivisions. Tout ça, on va le voir aujourd'hui ensemble. Donc ça, c'était pour l'approche vraiment procédurale. Donc si je mets un modifier de type bevel comme ceci, la première chose qu'on constate, c'est cette coche-là, cette sélection. On peut soit faire un bevel sur des vertices, soit sur des edges. Petit rappel très rapide. Alors je vais au passage passer un affichage Cavity Both, comme ça. Plus visuellement, vous allez voir l'interprétation des arêtes et tout, ce sera plus simple pour vous pour comprendre. Les edges, ce sont les arêtes. Les vertices, ce sont les points. On constate que quand on est en edge, bien évidemment, il y a quand même une interprétation sur les points. C'est obligé, obligatoire, sinon là on aurait un trou. Vous allez voir que ça aussi, on peut définir la manière dont il va subdiviser, dont il va remplir les vides lorsqu'on a du bevel sur les arêtes. Donc voilà, globalement, les vertices, on ne va pas vraiment en parler, mais c'est grosso modo exactement les mêmes informations. Vous voyez ici, je peux changer mon intensité, et voilà ce que ça pourrait donner. Je peux même changer le nombre de subdivisions juste ici. On l'utilise pas vraiment. La plupart du temps, alors ça peut être utile, hein, mais la plupart du temps, on va travailler plutôt sur les arêtes. Qu'est-ce qui se passe lorsque je veux faire un bevel sur les arêtes? Alors, les principaux paramètres, ce qu'on va utiliser 80% du temps, c'est les trois présents en haut. Ce sont ces trois-là. On a le width type, on a le amount, on a le segment. Le width type, c'est quoi? C'est la manière dont Blender va calculer la dimension du bevel. Le amount, c'est corrélé avec le type sélectionné ici, ça va être l'intensité de ce dernier, du bevel. Et le segment, c'est le nombre de subdivisions qu'on va rajouter tout simplement sur le bevel. Alors par défaut, on a un width type offset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais décaler ma valeur de amount ici, ça va bien augmenter plus ou moins mon offset, mais concrètement, comment ça marche? Vous voyez qu'on a des graduations dans Blender, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre le cube de base de Blender. Chacune des graduations ici, c'est 0,1 par défaut. Et là, c'est pas anodin. Vous remarquez qu'on a bien un biseau qui part de là jusqu'ici,
Et là, notre dimension, elle fait combien? Vous l'aurez deviné, elle fait 0,1. Donc, c'est la dimension que je mets ici sur le amount. Donc, le offset, c'est quoi? C'est le décalage entre la position initiale de mon objet, qui sera 0, et la position de mon bevel. Donc là, par exemple, 0,1. Et donc là, vous voyez, j'ai bien un décalage qui se fait de la valeur sélectionnée. Alors, il y en a plusieurs, hein, on va tous les voir, sauf le dernier qui est un petit peu moins utilisé. On a un segment. Segment, c'est le nombre de subdivisions. Par défaut, un seul segment, pas de subdivision. Si je mets 2, mon bevel va être constitué de 2 segments. Donc une subdivision qui génère du coup 2 segments. Et qui se fait de manière 3 dimensions, bien évidemment. Donc je passe pas de une face à deux faces, mais là j'ai 3 faces. Parce que je relie bien mes 2 arêtes entre elles, donc je suis bien obligé de combler ici le vide. Mais si je le mets ici, vous voyez, j'ai bien 2 faces. Là, je vais en avoir 3, 4, 5, etc., etc., vous l'aurez compris. Plus je mets des subdivisions, plus bien évidemment mon BL va être adouci. Il n'est pas dynamique, c'est-à-dire que quand je change mon intensité, j'ai toujours le même nombre de subdivisions, qui va être du coup plus ou moins étalé. Erreur que font souvent les gens qui débutent, c'est d'en mettre beaucoup trop. D'en mettre par exemple 99. Là, on s'est dit, j'ai quelque chose de très lisse. Ça sert à rien. On a des méthodes d'affichage qui permettent d'adoucir les normales qui sont amplement suffisants. Il n'y a pas besoin d'aller aussi haut sur le nombre de subdivisions. Donc moi, pour la démo, je vais repasser à un segment. Donc ça, c'était pour le offset. Maintenant, on a le width, la longueur, tout simplement, de ma subdivision. Alors là, qu'est-ce que c'est? On pourrait se dire, bon, c'est exactement la même chose, c'est une distance. Oui, c'est une distance, on est toujours en unité en mètres. Mais cette fois-ci, on ne va pas venir définir, vous voyez, si je mets 0,1, on voit qu'on ne tombe pas ici. On ne va pas venir définir cette distance-là, mais on va venir tout simplement définir la distance de ma coupe, donc celle-ci. Ça peut être intéressant. Alors sachez qu'à chaque fois, on pourrait retomber sur nos pattes, donc calculer dynamiquement un petit peu comment passer du offset au width avec des formules mathématiques de trigonométrie, mais Blender est là pour ça. Blender fait le calcul tout seul. Donc si vous savez que vous devez par exemple imprimer en 3D quelque chose avec un biseau qui doit faire 0,1 mètre de côté, et le width, c'est la chose à sélectionner. On a ensuite la profondeur, la depth. Donc la depth, c'est quoi? Pareil, une distance en mètres. Cette fois-ci, c'est carrément la distance de mon biseau, celui-ci. Donc là, on est à 0,1 mètre. Donc cette distance-là, vu que là, on a un biseau qui sépare en deux mon angle, c'est la même que vous la mesuriez ici. Pardon. Oula, c'est exactement pareil. Mais là, du coup, je vais avoir 0,1 mètre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait définir, calculer à la main, mais c'est un type d'interprétation proposé dans Blender. Donc utilisez-le. Si vous savez que là, la profondeur de votre biseau doit être de X mètres, utilisez le mode test. Et ensuite, on en a deux qui sont un petit peu plus génériques. C'est le pourcentage par rapport au mesh global. Donc si je me mets par exemple là 25%, ben, vous voyez qu'on a bien un découpage à 25%. Si je me mets à 50, on va bien avoir quelque chose qui est au milieu. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser également si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des mesures en mètres, mais plutôt un pourcentage par rapport à un objet. Donc ça va moins s'adresser à ceux qui veulent faire quelque chose qui est destiné à de l'industrialisation ou à de l'impression 3D, où là, on est vraiment sur des mesures physiques, mais plutôt sur quelqu'un qui va rester sur du digital dans Blender ou dans un autre logiciel. Et on a le dernier Absolute, qu'on n'utilise pas vraiment, qui est un petit peu l'équivalent du pourcentage, mais plutôt avec cette fois-ci une valeur en mètres. Vous voyez, quand je vais augmenter par exemple, si je mets 1 mètre, ben, je vais avoir une distance maximale entre mes deux éléments de 1 mètre par rapport au bord. Donc c'est beaucoup moins utilisé. Je n'ai pas d'exemple concret dans lequel on utiliserait plutôt ce type d'interprétation-là, mais sachez que ça existe. Donc si on fait un petit récap, quand on va découper, vous voyez par exemple là si je passe à Offset Absolute, c'est exactement la même chose dû à la constitution de mon mesh. Mais en fonction de sa structure, des fois l'Absolute va être un petit peu plus utile sur l'interprétation. Mais pour être honnête avec vous, je ne l'ai jamais utilisé. À chaque fois, les 4 premiers sont suffisants pour les cas de figure que j'ai utilisés. Donc je suppose que pour des cas vraiment particuliers, l'Absolute peut être intéressant. Mais là, dans l'exemple, on n'a pas forcément de mesh qui peuvent vraiment vous représenter ce que ce serait. Donc si on résume un petit peu, quand on a un angle qu'on vient découper, donc quelque chose qui par exemple, hop là, va ressembler à ceci. Là, imaginons que ceci ce soit notre angle. On va le faire comme ça. Donc les trois principaux, c'est cela, c'est offset, width, depth. L'offset, c'est le décalage qui est juste ici. Donc on va mettre O comme offset. On a la distance, c'est celle-ci. On va l'appeler W comme width. C'est la longueur. Et on a
la profondeur, c'est celui-là. Donc normalement, avec ces trois valeurs-là, vous pouvez vous en sortir pour définir le bevel, la découpe, comme vous le souhaitez. Et après, on a le pourcentage et l'absolute si jamais vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus générique sur un mesh dans sa globalité de manière macro. Donc moi, je vais revenir sur des settings de base pour montrer un petit peu les autres paramètres. Donc settings de base, c'est-à-dire offset, on va se mettre à 0,1. Voilà, c'est très bien. Donc par défaut, Blender, il le met sur l'intégralité de l'objet. Mais vous avez possibilité de définir ce qu'on appelle un limit method, c'est-à-dire une méthode de délimitation d'application du bevel, de calcul du bevel, pour dire à Blender, tu vas me le calculer uniquement sur cette partie du mesh. Pourquoi par défaut il le fait partout? Parce que par défaut, Blender il utilise une limit méthode basée sur un angle. Alors je pourrais partir à none, et là effectivement il le mettrait partout. Par défaut c'est un angle, ce qui n'est pas si déconnant que ça, parce que Blender va dire, tant que je suis au-dessus d'un certain seuil en angle, je fais un bevel. Donc là il est à 30. Si je mets 91 par exemple, il le met nulle part. Si je mets 90, il le met nulle part parce que c'est une comparaison absolue. Il faut que ce soit supérieur ou égal. Si je mets à 89 par contre, là il va me le mettre partout. Pourquoi? Parce que tous mes angles sont supérieurs à 89 degrés. Donc si je retourne à 30, Blender qu'est-ce qu'il fait? Il va arriver sur cet angle-là par exemple, il va dire ok, cet angle est de combien? Cet angle, il est de 90 degrés. 90 degrés, supérieur à 30, donc je fais bien un bevel. Et c'est comme ça qu'il va calculer, qu'il va interpréter tout le mesh. Alors qu'est-ce qui se passe du coup si je prends cette arête-là, hop là, et que je fais en sorte d'avoir un angle inférieur à 30 degrés? Là vous voyez, on a bien une saute à ce moment-là, bam, donc là on a dû passer en dessous des 30 degrés. Donc si je suis ici, vous voyez que là, Blender va pas me faire de bevel. Il le fait uniquement partout autour, parce que les angles sont supérieurs à 90 degrés, à 30 degrés, pardon, mais pas ici. Par contre, si je réduis un petit peu cette valeur-là, jusqu'à obtenir quelque chose, hop là, 18 degrés, donc on peut interpréter que ça, on est aux alentours de 20 degrés, mais voilà, Blender va bien interpréter un bevel. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on fait une modélisation de type Art Surface, le mode bevel nous permet vraiment de rajouter des petits chanfreins de manière dynamique et automatique sur l'intégralité du mesh, et le fait de se baser sur un angle, ça permet vraiment d'adoucir des choses beaucoup trop sharp par défaut. Et on considère que 30 degrés, c'est à peu près quelque chose qui correspond à une interprétation classique d'un mesh pour l'adoucir. Donc ça, c'est pour le premier type, selon les angles. Ok? Donc ensuite, j'en ai plusieurs. J'ai un poids, un weight. Alors ça, c'est quoi? Vous voyez que par défaut, du coup, j'ai rien du tout. Mais sachez que Blender possède, comme beaucoup de logiciels de 3D, ce qu'on appelle des attributs, des paramètres, des propriétés sur les vertex et sur les arêtes. Et parmi celles-ci, on a un bevel weight edge, qui est une valeur présente sur les arêtes, que l'on peut normalement retrouver ici, bevel weight, et qui va nous permettre d'augmenter en temps réel une valeur, et de manière vraiment individuelle, aller de 0 à 1, et c'est en fait un pourcentage d'interprétation. Donc si je me mets 0,1 ici, alors ce sera peut-être pas représentatif, 0,5, et sur celle-ci je mets 1, pour bien vous montrer la différence, j'ai vraiment deux bevels, gérés par le même modifier, mais qui vont avoir une interprétation de pourcentage différent. Donc là, vu que j'ai mis du 1 sur mon arête, j'ai bien mon amount de 0,1 qui va être interprété en entier. Là, vu que j'ai mis du 0,5, j'ai la moitié, donc je vais avoir 0,05. Si je mets ici 1, ben vous voyez que là, c'est représentatif. J'ai bien du 1 en entier à gauche, et là, j'ai bien la moitié. Alors, il va diviser uniquement le amount. Il ne va pas diviser le nombre de subdivisions. Celle-ci reste exactement les mêmes. Sinon, on aurait vraiment des mismatchs un peu incohérents entre les différentes arêtes. Donc voilà, là, ça permet vraiment de définir à la main, en interprétant une intensité d'interprétation, un bevel weight, donc un poids de bevel sur les arêtes. Alors là, je l'ai fait individuellement sur plusieurs arêtes. Je pourrais très bien sélectionner tout le bas avec Alt, ou même avec Shift, pardon, pour sélectionner tout le tour, parce que là, je considère que ce n'est pas vraiment une loupe, vu qu'entre-temps, il y a eu des modifications. Et sinon, il y a un raccourci clavier qui est intéressant, plutôt que passer par le mode item en haut à droite, avec CTRL-E. CTRL-E, c'est tous les paramètres des edges, toutes les options principales des edges. Et vous remarquez juste ici, j'ai bien un edge bevel weight, et si je le change, en temps réel, regardez en haut à droite, j'ai bien ma valeur qui change. Mais ça permet vraiment de rester dans la vue 3D, c'est ça l'avantage de Blender, c'est qu'il y a plein de paramètres qui sont disponibles dans l'interface graphique à droite à gauche, mais que vous pouvez également modifier de manière totalement fluide avec des raccourcis clavier. Donc là, c'est CTRL-E, E comme Edge, et en temps réel, vous voyez,
je vais pouvoir gérer l'intensité de mes bevels. Voilà, par exemple, je peux en rajouter également ici. Tac. Voilà ce qui se passe. Et vous allez remarquer également que Blender n'a pas de mal à mélanger un bevel avec une forte intensité et un avec une faible intensité. Il va essayer de faire sa tambouille pour faire une sorte de moyenne, d'interprétation et de conversion progressive d'une arête à l'autre pour bien convertir, comme il se doit, les interprétations de bevel weight. Et voilà, donc là, à la main, je vais pouvoir sélectionner individuellement les différentes arêtes. Alors, je peux par défaut tout sélectionner et tout mettre à 1, et on retomberait sur le mode none qu'on a ici parce qu'on lui dit tu le mets partout. Mais là, l'avantage, c'est que je peux facilement enlever une arête, en rajouter si c'est problématique, etc., etc. Alors, par défaut, on est sur le Edge Weight, Bevel Weight, Edge. C'est l'interprétation par défaut. Vous pouvez modifier l'attribut comme vous le souhaitez si jamais ça vous intéresse. En parlant d'attribut, on en a un autre qui est le Vertex Group. Cette fois-ci, alors le nom est assez connu parce qu'on l'utilise pour plein de paramètres dans Blender. Ça va être des attributs qui sont stockés sur les points et non pas sur les arêtes. Et c'est surtout que là, c'est un attribut custom. Vous mettez ce que vous voulez et par défaut, il n'est pas renseigné. Donc là, vous voyez, il le met partout parce que je n'ai pas renseigné d'attribut. Mais imaginons que là, je crée un groupe que j'appelle Bevel Vertex. Si je retourne ici et que dans la Vertex Group, je mets un Bevel Vertex, il le met nulle part. Alors, je suis allé un petit peu vite, pardon, parce qu'on l'a jamais vu. Pour créer un groupe, je vais aller dans Data. Et là, j'ai quelque chose qui s'appelle Vertex Group. Alors, tout simplement, un Vertex Group, c'est quoi? Ça va être des attributs assignés à un groupe de points. Ces attributs, il y en a de plusieurs sortes. Je vais vous épargner aujourd'hui tous les détails, mais vous pourriez renseigner des vecteurs, des entiers, des flottants, des attributs custom. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. C'est ce qu'on verra beaucoup plus tard quand on fera par exemple des simulations de smoke où on peut avoir des attributs de température, de vélocité par voxel et tout. C'est quelque chose qui englobe un petit peu plusieurs paramétrages en fonction d'éléments des objets. Un petit peu complexe de vous l'expliquer comme ça, c'est un exemple précis. Là, c'est le premier exemple, c'est une bonne introduction au Vertex Group. Donc une fois que j'ai ceci, qu'est-ce qui se passe? Je dois dire à Blender, assigner. Alors tant qu'on y est, pour pas que ça prête à confusion, le bevel weight, je le mets à 0, comme ça vous êtes sûr que c'est pas ça qui va influencer l'objet. Je vais sélectionner par exemple, on va passer en sélection par point, mais je pourrais très bien sélectionner des faces et Blender arriverait à faire l'interprétation. Je vais sélectionner uniquement ces 4 points du dessus. Et là, je vais faire Assign. Et là, vous voyez déjà ce qui s'est passé. Blender a bien fait l'interprétation. Pourquoi? Parce que maintenant, si je sélectionne ici mon groupe, Blender a bien compris que c'était sur ces 4 points que je voulais assigner le Vertex Group. Et vu que j'ai dit à Blender que je voulais uniquement affecter mon bevel sur ce groupe-là, voilà ce qui se passe. Il me l'applique uniquement sur ma partie sélectionnée. Alors là, vous dites peut-être, alors, c'est le même résultat que le weight group, mais il y a plus d'opérations. Oui, vous avez raison. Mais l'avantage du Vertex Group, c'est que ça, vous pouvez le récupérer pour plein de choses. Je pourrais très bien lui dire, ben, à ce point-là, je veux récupérer ça pour rajouter de la végétation. En fait, c'est des attributs qui vont pouvoir être réutilisés par plein de petits modules dans Blender. Pour le shader, on va pouvoir utiliser le groupe. Pour un système de scattering, je vais pouvoir utiliser le groupe. Pour un node modifier, je vais pouvoir utiliser le groupe. Je vais pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Alors que si je me mets en mode weight, ça, globalement, c'est quand même utilisé uniquement pour le bevel. C'est fait pour. Le Vertex Group, ça ouvre beaucoup plus de possibilités parce qu'on peut réutiliser l'attribut à travers plusieurs outils. Donc plusieurs outils vont pouvoir piocher dedans, ce qui signifie que c'est dynamique. Ça veut dire que quand je vais changer l'assignation de mon groupe, je n'ai pas que le bevel qui va changer, mais toutes les fonctionnalités qui vont pointer sur ce Vertex Group. Donc c'est ça la grosse force. Et là, l'avantage, c'est que si je rajoute également celui-là, ça, vous voyez, en temps réel, il va venir me rajouter l'interprétation. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et je peux facilement également inverser mes paramètres. Donc si je clique ici sur Invert, il va prendre la sélection inverse. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné uniquement ces arêtes-là, ces points-là, pardon. Si je fais ça, hop là, vous voyez, il me fait une sélection inverse. Alors ça peut paraître anodin, mais ça peut être utile pour plein de choses. Donc voilà, ça, on a vu quand même la 90% des options intéressantes et principales du Bevel Modifier. Comment l'interpréter? Quelle distance? Quel nombre de subdivisions? Où l'interpréter? Donc on a vu le comment, on a vu le où. Maintenant, on va voir un petit peu des manières un petit peu plus avancées de faire tous ces traitements-là. Donc je vais passer en Angle, voilà, parfait. Et je vais aller dans Profile. Profile, normalement, vous le connaissez déjà. Vous savez quoi? Je vais repasser en Vertex Group et je vais juste sélectionner la partie d'en haut. Donc j'ai juste normalement
hop là, à désinverser ça. Désinverser, je ne sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. Si on veut enlever un point d'un groupe, je peux le sélectionner, aller ici et faire Remove. Automatiquement, il va me l'enlever. Et si je retourne dans mon modifieur, on a ici le type de profil. Alors si je change l'interprétation là, par défaut, visuellement, rien du tout. Pour voir un feedback visuel, je suis obligé de rajouter des subdivisions, de rajouter des segments. Parce que là, le profil, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, le profil de découpe. Donc il faut imaginer par exemple une fraise ou quelque chose qui va en menuiserie ou en ébénisterie, pas une fraise, pas le fruit, mais imaginez un objet qui va venir découper mes bords pour savoir quelle sera la forme de mon bevel, de mon chanfrein. Donc si j'ai pas de segment, je vais pas le voir. Par contre, si je mets, alors je vais faire exprès de mettre un nombre de segments élevé pour l'exemple, mais je rappelle que c'est pas la chose à faire. Je vais mettre un amount de 0,5 par exemple, comme ceci. Si je suis en super ellipse, par défaut, c'est une interprétation smooth, donc qui me permettrait par exemple d'avoir quelque chose parfaitement sphérique si je mets un amount supérieur au seuil. D'ailleurs, ça, j'ai pas précisé, mais quand vous dépassez le seuil, là, en théorie, on pourrait aller que jusqu'à 1, Blender s'arrête automatiquement. Mais ça peut être intéressant parce que si votre objet par endroit a plus de distance, il va l'interpréter correctement. Donc je vais mettre 0,5. Tac. La shape, vous voyez, ça va indiquer la forme de mon bevel. Donc il faut imaginer une sorte de courbe, et ça va être l'intensité de l'angle de cette dernière. Donc je pourrais avoir un bevel vers l'extérieur, je pourrais avoir un bevel vers l'intérieur, comme ceci. Ça marche aussi. Ça peut être assez intéressant pour avoir des choses dynamiques, hein, une fois de plus. Regardez, si je me mets en angle, si je le veux partout, on pourrait vraiment avoir des choses très chouettes, de manière très rapide. Voilà, uniquement avec le bevel. Alors là, on a une topo qui est horrible, hein. Ne faites pas ça sur vos projets, mais ça vous montre un petit peu le potentiel de l'outil. Donc ça, c'était pour le mode super ellipse. On a le mode custom. Le mode custom, l'avantage, c'est que c'est vous qui allez tracer la courbe de profil de découpe. Donc soit à la main, vous rajoutez des points comme ceci, vous voyez, vous pouvez vraiment faire la courbe comme vous le souhaitez. Donc ça, pour faire des moulures, ça peut être ultra intéressant. Soit Blender vous propose par défaut des petits presets qui peuvent être intéressants. Alors, on a les looks de support, donc ça pour le moment, oubliez, c'est plus quand on va avoir les subdivisions. On a le step qui va faire des escaliers. Ça peut paraître tout bête, hein, mais ça, si vous n'avez pas à le modéliser, c'est quand même un gain de temps assez intéressant. Vous pouvez facilement, vous voyez, passer ici en mode édition, voilà, faire des trucs comme ceci. Automatiquement, vous faire des escaliers un petit peu partout. Et ce qui est également intéressant, c'est que vous avez vraiment des moulures proposées. Alors, on a le cornice molding, qui est ce dernier, que moi j'utilise personnellement parfois sur des bords de tableaux ou sur des bords de meubles qui est automatique. Et vous pouvez également le modifier si jamais il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Donc ça, c'est intéressant. Et on a le crown molding, qui lui aussi est une sorte de moulure que j'utilise par exemple pour des pieds de chaises ou de meubles un petit peu anciens. Donc vous voyez, le profil que vous avez à droite, vous pourriez très bien le faire vous à la main. On peut même inverser son interprétation si jamais il y a des choses qui ne vous plaisent pas là-dessus. Ça peut être intéressant. Donc moi, je vais repasser en super ellipse en 0,5. Donc ça, c'était pour les paramétrages de base. Mine de rien, là, on en a vu pas mal. Je vais repasser en angle. Je vais repasser un segment à 1 par défaut, et au moment, je vais mettre 0,1. Maintenant, on a différentes interprétations. Je vous disais, quand on passe en mode vertice, cette partie-là est grisée, parce qu'on n'a pas vraiment nécessité de combler des trous. Par contre, quand on passe à mode Edge, par défaut, Blender est censé faire du bevel que sur les Edge. Mais je vous disais, les vertices, on est obligé de les faire. Sinon, par défaut, on a un trou. Je pourrais dire à Blender, ne me fais pas d'interprétation, de remplissage, d'intersection. Ça se situe dans la partie Intersections. Par défaut, c'est un grid fill. C'est-à-dire que Blender va essayer de remplir les trous avec une grille, donc avec des quads ou des triangles. Ça dépend un petit peu ce que vous avez défini comme paramètre. Si je clique ici et que je fais Cut Off, et que je rajoute par exemple des subdivisions, vous voyez que Blender, là, il va rien remplir du tout. Il me laisse un trou, il me laisse un vide. Ça peut être intéressant. Peut-être que vous souhaitez ce résultat-là. La plupart du temps, je vous avoue que c'est pas vraiment quelque chose qui est souhaitable. Donc souvent, on va se mettre en grid fill, et là, vous voyez, il fait des quads par défaut, mais des fois, il est bien obligé de faire des triangles pour pouvoir interpréter ça correctement. Mais on a possibilité dans Blender de lui dire, utilise différentes méthodes d'interprétation pour remplir cette partie-là d'intersection. Alors, vous allez voir qu'en fonction des dispositions des objets, on ne veut pas exactement le même résultat. Donc, je vais faire des petites extrusions comme ceci. Tac. Donc, globalement, on a le même élément vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et là, vous remarquez plusieurs choses. On a déjà des interprétations
de cette sorte-là, très smooth. Il y a des interprétations un petit peu plus sharp, qui font des sortes de triangles allongés. Mais ça, c'est les paramétrages par défaut. Et ça, on va pouvoir le gérer avec le meter outer ou inner, donc à l'extérieur ou à l'intérieur. Si on regarde le inner, c'est peut-être le plus simple à comprendre. On a ici par défaut, on est en mode sharp. Regardez ce qui se passe quand je passe en mode arc. Automatiquement, vous voyez, on a vraiment quelque chose. Alors moi, j'aime bien le montrer sur le profil, qui va être assez intéressant. Parce que par défaut, si on est en mode sharp, il va considérer qu'il doit remplir uniquement... Je passe à un cutoff. Qui doit remplir... Ah, ici, je mets pas de grid. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu mal fait dans Blender, c'est que des fois, il y a des options qui nécessiteraient de griser d'autres choses, mais il ne le fait pas par défaut. Donc si je me mets en mode sharp, il va garder le flow d'origine de mon mesh et il va remplir uniquement ce qui est censé être vide. Qui est censé être le vertices qui est adouci. Par contre, si je passe en mode arc, il va considérer que déjà le bevel doit aussi s'appliquer, entre guillemets, sur le point. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même un petit peu plus smooth dans l'interprétation. On a également le spread, qui est l'étalement de ce dernier. Donc je pourrais sélectionner, vous voyez, si je veux quelque chose qui est plus ou moins lointain, jusqu'à avoir quelque chose qui pourrait être aberrant avec des choses qui se superposent. Mais voilà, ça permet déjà d'avoir une première interprétation qui est un petit peu plus clean. Donc entre ça et ça, en fonction des cas de figure, il y a des choses qui sont préférables. Par contre ici, entre cette interprétation-là et celle-ci, ça est un petit peu plus clean. Quoique, ça nécessiterait encore un petit travail, mais sachez que ça existe. J'ai également l'inverse pour la partie extérieure qui est juste là. Alors qu'on va peut-être pas forcément voir... Voilà, on la voit un petit peu ici, mais on ne peut pas la voir forcément sur les intérieurs parce que c'est pas la même interprétation. C'est une histoire de concave ou convexe, où les algorithmes vont être différents. Mais là, c'est pareil. On a par défaut une interprétation sharp qui va vraiment garder le flow de base et essayer d'étirer un petit peu les subdivisions pour relier tout ça. On a un mode arc, comme on a vu tout à l'heure, qui permet vraiment d'adoucir les éléments. Et on a un mode patch qui va essayer de patcher. Donc, c'est un petit peu la différence entre ça et ça. Il va essayer de réinterpréter les arêtes pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus correct. Alors là, c'est assez difficile pour moi de vous montrer exactement comment ça réagit. Donc sachez qu'au cas par cas, en fonction des mèches, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne réagissent pas forcément correctement, ça vient certainement de cette interprétation-là. Donc en fonction de votre polyflow, en fonction de l'angle, en fonction de l'intensité, le mount de votre bevel, en fonction du nombre de segments, mais vous allez vouloir plus ou moins changer un petit peu ces paramétrages-là. Donc sachez comment la plupart du temps, le mode arc, c'est celui que j'utilise le plus souvent, que ce soit pour des bevels classiques. Regardez, si je me mets comme ça, par exemple, et que j'enlève l'interprétation cavity qui, là, pour le coup, prête un petit peu à confusion, ben, entre ça ou ça par défaut, en fonction des cas de figure, des fois, le mode sharp suffit pas. Mais globalement, on utilise soit le sharp, soit le arc. Et on peut mélanger un petit peu les deux. Hein. Je peux très bien dire, ben là, sur les parties extérieures, je veux du arc, mais sur les parties intérieures, je veux du sharp. Ça marche très bien. Vous voyez, donc là, j'aurai une belle interprétation. C'est surtout pour ce cas de figure-là où ça, pour le coup, moi, ça me plaît pas du tout en termes de topologie et en termes d'interprétation visuelle. Ça peut même poser des problèmes de rendu. Si je passe en mode arc, là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli. On a un objet qui s'introduit beaucoup plus dans la géométrie de base. Et enfin, on a le mode shading qui permet de faire plein de petites modifications, de dire que les arêtes sont smooth ou pas à l'endroit où j'ai fait mon bevel, donc ça peut être intéressant. Donc ça, c'est pour marquer, on l'a pas encore vu, mais avec CTRL-E, quand je passe dans des interprétations d'edge, on a ce qu'on appelle des sims et des sharp. Donc je peux indiquer ici si mes arêtes sont sharp ou sim. On va pas le voir aujourd'hui, ça sert pas forcément à grand chose. Et on a également le material index, donc ça peut être intéressant. Je vous montre très rapidement ce que ça peut donner. C'est pour indiquer à Blender que sur mon bevel, je veux un shader différent. Donc par exemple, mon material 01, je vais le faire, hop là, noir en base color. Et maintenant, si je passe dans mon modifier et que je mets mon material index à 1, vous voyez que tous mes bevels vont avoir cette couleur-là. Donc ça aussi, c'est pour une approche vraiment procédurale. Si jamais vous voulez modéliser sans vous prendre la tête avec le bevel, mais ça c'est parfait. Parce que regardez, j'ai juste à faire ma modélisation et en temps réel, il va tout ajuster. Il va vraiment m'assigner le shader là où je le souhaite et donc là où il y a une interprétation de bevel, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ça permet de gagner énormément de temps. Donc là, j'ai pas mal de subdivisions, hein, mais imaginons que j'ai quelque chose de très sharp, ou même si je passe en mode super ellipse et que je fais vers l'intérieur, ça pourrait être intéressant, par exemple, de mettre
du métal à cet endroit-là. On pourrait avoir un mélange un petit peu intéressant. Donc si je vais là, si je mets un métallique, roughness un petit peu faible, je mets une base color voilà, comme ceci. Vous voyez, je pourrais vraiment avoir une interprétation de shader différente entre la partie que je touche pas, la partie modélisation, et la partie où il y a une interprétation de bevel. Donc j'espère, il y a pas mal de paramétrages, pour le coup, dans les modifieurs, qui sont vraiment dépendants de la géométrie, de la modélisation que vous êtes en train d'effectuer. Donc j'espère que c'était quand même assez clair. Si jamais il y a encore des zones de flou, n'hésitez pas à poser des questions sur le Discord présent dans la description. Il y a plein de gens qui répondent quotidiennement dessus, donc c'est assez intéressant. On fera des travaux pratiques où on utilisera ça. J'en profite comme d'habitude pour remercier les sponsors de la chaîne, à savoir Oli avec leur boisson qui vous propose plein de codes de réduction et Instant Gaming qui vous fait gagner les jeux de votre choix tous les mois. Il y a un gagnant qui est tiré au sort, donc merci à eux. Tout ça est expliqué sur Discord si jamais ça vous intéresse. Sinon, c'est dans la description et parfois dans les commentaires épinglés. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre la formation. J'espère que ça vous plaît et que vous amusez bien sur Blender. Et je vous dis à la prochaine.